Bonjour, bonsoir, c'est Placement Libre. On se retrouve pour un nouveau quiz, donc, comme on avait fait la dernière fois, présenté par Clément Colliot, animé par Clément Colliot. Sauf que cette fois, ça va être Mathieu Combe, donc, avec qui j'anime Placement Libre normalement, qui va se prendre au jeu, donc, en nous posant tout un tas de questions autour d'un thème qu'il nous a préparé. Et donc, 4 joueurs, et on va se présenter juste après le générique. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait mes films. Est-ce que vous savez? Non. Alors, Bon, ça va, le cinéma, ça cartonne un petit peu. Vous arrivez à tenir face aux Américains? Il y a un duel fantastique de Duranda. Alors il y a des épées, naturellement c'est des rayons laser. C'est du néon. C'est tout simplement du... Kubrick mes couilles. Qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma? Si vous voulez tout savoir, on en a rien à foutre. What's Vanishing Point? Fucking classic. Alienazione, come nei film d'Antonioni, no? Je te demande d'arrêter de me raconter des histoires. Je dirais même comme ça de façon un peu provocatrice que Hong Sang-soo il fait du cinéma de quartier. Il y a des gens que ça intéresse, Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors? Pour faire parler les cons. Faut toujours mettre un fauteuil, mon gars, pour un ami qui vient dire bonsoir. On a tous les fauteuils. Alors sortez-les tous, quand on se sent en famille. C'est donc parti pour ce nouveau quiz que nous allons faire tout au long de cette journée. Alors, on retrouve avec grand plaisir des partenaires fidèles, personnes de Clément Colliot. Bonjour Clément, on rappelle que tu es venu par exemple pour l'émission sur Michael Mann et que c'est toi qui avais présenté, comme le disait Jules en introduction, le précédent quiz sur la pluie au cinéma. Je suis très heureux d'être dans les participants. Très heureux de te retrouver, tu as désormais ta place attitrée. De remporter le précédent. Exactement. On accueille aussi avec grand plaisir Lou Guellier, étudiante en cinéma, qui fera équipe avec Jules aujourd'hui, dans ce nouveau quiz. Et Loïc Matos, étudiant également à l'Univers Cinéma. C'est une véritable invasion, c'est Clément qui les introduit comme ça, sournoisement. On est ravis de t'accueillir. Et je suis ravi d'être ici. C'est un vrai plaisir. Alors, le quiz du jour sera tourné autour du thème, attention, roulement de tambour, un pur prétexte pour reposer le plus de questions possible, de la mondialisation et du monde, de la géographie mondiale. Le cinéma dans Placement Libre aujourd'hui va partir en voyage, comme on ne peut plus le faire de manière physique. Donc je vais vous proposer un grand tour du monde de questions des cinématographies, en partant à la recherche des cinéastes aventuriers, des explorateurs, des films transfrontaliers, qui ensemble prennent le pouls du monde tel qu'il va. Et nous allons circuler par un réseau donc de capillarité, de question en question, en partant de l'Amérique, en allant jusqu'à l'Asie, du sud au nord, des quartiers urbains de Hong Kong aux salles de billard de Pennsylvanie, pour dessiner une sorte de cartographie mondiale du cinéma et surtout nous amuser le plus possible. Alors attention, petit jeu de vitesse, on va commencer maintenant. Je rappelle les équipes, d'un côté Loïc et Clément, de l'autre Lou et Jules. La première question sera celle, est-ce que vous pourriez me donner 3 films qui comportent le mot monde dans leur titre? La guerre des mondes. Le tour du monde en 80 jours. La guerre des mondes. Et la guerre des mondes. Un monde parfait de Clint Eastwood, ça nous en fait 3. Ah. Oh, bien joué. Mince. Vous n'êtes pas dans la même équipe. J'ai entendu la guerre des mondes. Est-ce que moi je peux dire? Est-ce que moi je peux voler les questions? 2. Est-ce que je peux voler les réponses? Tu ne peux pas. Triste. Le monde ne suffit pas, voilà. Et moi j'ai dit le tour du monde en 80 jours, donc ça fait 3. Ça fait 3 films pour l'équipe de Clément. Vous n'avez pas de nom, Clément Loïc, Jules et Lou? Colmat. Colmat, tout à fait. Colmat, d'accord. Colmat. Et de l'autre côté, est-ce que vous pourriez rapidement trouver un petit nom pour vous? Ils ont trouvé un jeu de mots, eux. Colmat. Pas mal. Vas-y, Jules. Ça sera Jules Loup. Julou. Les Colmat et les Julou. Ok. Donc, un premier point. Je compte les points en même temps. Un premier point pour l'équipe des Colmat, qui vont donner 3 titres de films avec le mot monde. C'est parti. Ensuite, non, c'est les colliers, en fait. Les colliers. Les colliers, nous. Ça peut marcher. Quoi? Excusez-moi, c'était... Est-ce que vous voulez changer de nom, les Julou? On peut encore... Oui, on veut changer pour les colliers. Les colliers et les Colmat, c'est parti. On a été rebaptisés très vite. Donc pour entamer ce grand voyage à travers le monde, on va commencer par partir des États-Unis, une fois n'est pas coutume. Mais à l'inverse de considérer Hollywood comme une terre d'accueil pour des cinéastes immigrés, on va penser Hollywood comme une terre de rejet pour des cinéastes qui veulent partir à tout prix de l'enfer des studios américains
Comme vous le savez, Coppola est parti à la fin des années 70 aux Philippines pour tourner son Apocalypse Now. Friedkin est parti en République dominicaine pour tourner Sorcerer, dont on avait parlé de ces deux films-là avec Clément lors de l'émission sur la pluie. Où Peter Bogdanovich a-t-il posé sa caméra pour tourner son Saint-Jacques à la fin des années 70 ? Bogdanovich est parti dans quel pays pour tourner Saint-Jacques à la fin des années 70 ? En Thaïlande ? Ce n'est pas en Thaïlande. C'est effectivement un pays asiatique. Au Vietnam. Plus petit que la Thaïlande, ce n'est pas le Vietnam non plus. Le Laos. Ce n'est pas le Laos. Vous allez tous les faire. Pour l'instant, ça ne marche pas. En Corée? Ce n'est pas en Corée non plus. C'est un peu plus au sud. Taïwan. Ce n'est pas Taïwan. En Birmanie? Je n'ai pas entendu. En Birmanie? Ce n'est pas en Birmanie non plus. C'est un pays beaucoup plus petit que ça et beaucoup plus urbain. Le Bhoutan. Beaucoup plus urbain, Jules. Le Bhoutan est un pays. Le Tibet. Ce n'est pas. Non, urbain, c'est un pays uniquement. Singapour. Singapour. Tout à fait. Un point encore. Non, un point pour les colliers. Nous sommes donc à égalité. C'était en effet à Singapour que Bogdanovich a tourné son Saint-Jacques, sans prévenir d'ailleurs les autorités qui croyaient qu'il tournait un film qui n'avait absolument rien à voir avec ce film avec Ben Gazzara dans le rôle principal. Quel cinéaste décide de s'installer définitivement en Angleterre au milieu des années 60 pour échapper au système des studios hollywoodiens ? Un cinéaste en Angleterre au milieu des années 60 qui fuit les studios... Kubrick. Qui a dit ça ? Évidemment. C'est Clément. Tout à fait, Kubrick. Après le tournage de Dr. Folamour, il décide de rester en Angleterre. Pour quel film le réalisateur autrichien naturalisé américain de Shanghai Express a-t-il tourné avec une équipe intégralement japonaise ? Aucune idée. Des indices ? Alors oui, c'est le réalisateur donc, de Shanghai Express, de L'Ange Bleu, cinéaste autrichien. Von Sternberg. Mais Von Sternberg, pour donner le nom du film. Il s'agit du dernier film de Von Sternberg. Dragon Ball Z. Vous l'avez pas ? Il me semble que c'est le nom de l'île dans le film, le titre anglais. Jurassic Park. Ce n'est pas Jurassic Park. Ce n'est même pas le nom de l'île. Il s'agit de Dana Tahan, qui est sorti il y a quelques temps, qu'on pouvait découvrir au cinéma, il y a de cela, je sais pas, une dizaine de mois. Nathan, Fièvre sur Nathan en version française. Quel est le nom de ce réalisateur militant qui a filmé la résistance vietnamienne, la révolution portugaise, la guérilla vénézuélienne ou encore les quartiers pauvres désindustrialisés du nord de la France ? Vous cherchez un cinéaste militant américain, donc bien sûr, qui a fui Hollywood, qui a même fui l'Amérique, et qui a filmé le Vietnam, le Portugal, le Venezuela et la France, les quartiers pauvres du nord de la France à la fin des années 90. C'est Desplechin. Ce n'est pas Desplechin. Américain donc. C'est un réalisateur américain, oui. On a dit son prénom Arnaud. Il a notamment réalisé, à son retour aux États-Unis après une longue période d'exil en France et en Europe, un film qui s'appelle Route One USA, dans lequel il longe Robert Kramer. Absolument. Absolument, c'est Robert Kramer. Tout à fait. Dernière question sur les cinéastes américains à l'étranger. Quel est ce cinéaste habitant à Rome depuis plusieurs années et qui a tourné notamment un portrait de Pier Paolo Pasolini avec Willem Dafoe dans le rôle principal ? C'est Abel Ferrara. C'est Abel Ferrara. Attention, Loïc est absolument bouillant. C'est exactement ça. Quel cinéaste italien a réalisé un documentaire en 2018 sur l'activité de l'ambassade italienne de Santiago lors du coup d'État du général Pinochet ? Cinéaste italien qui a réalisé un documentaire tout récemment, en 2018, sur l'activité de l'ambassade italienne de Santiago, donc Santiago du Chili, capitale chilienne, lors du coup d'État du général Pinochet. Cinéaste très connu, italien. Marco Bellocchio. Pas Marco Bellocchio, je n'aurais pas osé. Son film s'appelle Santiago 73, si je ne dis pas de bêtises. Non, Santiago Italia, j'ai dit n'importe quoi. Sorrentino peut-être ? Ce n'est pas Sorrentino. Ce n'est pas un cinéaste connu pour ses documentaires, mais il a pourtant réalisé celui-ci. Il n'avait pas. Non. C'est un nom. Alors, il s'agissait de Nanni Moretti. Il s'agissait de Nanni Moretti. Voilà, c'est son dernier film à ce jour.
Santiago, Italia. Alors maintenant, on va attaquer directement une phase de blind test, le premier de ce jour. Alors, je vais vous demander donc d'écouter l'extrait numéro 1. Préparez-vous. C'est parti. Est-ce que c'est pas 1492 Christophe Colomb par Vangelis? Alors, c'est le bon compositeur. Donc, tu as la moitié des points, c'est effectivement Vangelis, mais ce n'est pas 1492. C'est The Mission. Ce n'est pas Les chariots de feu, peut-être. Ce n'est pas les chariots de feu non plus. Ça a un lien, pour tout vous dire, avec la question précédente qui était celle sur Nanni Moretti et le général Pinochet. Ah, je sais, c'est le film de Costa Gavras. Absolument, tout à fait. Mission. Missing, presque. Missing, ah. Exactement, Missing de Costa Gavras avec une musique de Vangelis, donc compositeur grec comme Costa Gavras. Incroyable. Bravo Loïc. Deuxième extrait, c'est parti. Pas facile. Et tu cherches, on doit dire le film donc. Le film est le compositeur de préférence. Ah, à la base, c'est Cléo de 5 à 7 de Michel Legrand. C'est exactement ça. D'accord. Je n'ai pas entendu le titre du film, mais ça passait mal. Est-ce que vous l'avez dit? Cléo de 5 à 7 de Daniel Varda. Ah non, pas du tout. Enfin, bah oui, ce n'est pas Cléo de 5 à 7. Est-ce que... Comment? Je crois que Lou a donné la bonne réponse. Ça passe mal maintenant. Non, j'ai juste dit que c'était pas dans Cléo. C'est en anglais, oui. C'est un film américain en effet. Est-ce que le film n'est pas juste de la musique? Comment? Est-ce que le film c'est pas juste le nom de la musique, The Windmills of Your Mind? Non, ce n'est pas le nom de la musique. Ce n'est pas le titre du film, pardon. Donc c'est un film après le film de Varda dans les années 70, quelque chose comme ça. Oui, c'est sorti en 68 il me semble, réalisé par Norman Jewison. Ah. Rollerball. Ce n'est pas Rollerball. Thomas Crown. C'est effectivement l'affaire Thomas Crown. Donc le point est partagé. Film l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen et Faye Dunaway qui notamment jouent aux échecs sur cette musique de Michel Legrand. En fait, je ne vous ai pas donné la rubrique de ce blind test, mais c'est évidemment celui des compositeurs à l'étranger. Donc on avait écouté juste avant Costa Gavras au Chili, Vangelis au Chili. Là, c'était Michel Legrand à Hollywood. On va passer maintenant au troisième extrait. Donc le point est là, il est partagé. Hein, il y a un point partout. Préparez-vous au troisième extrait. C'est parti. C'est Interstellar? Ce n'est pas Interstellar. Ça on connaît, c'est sûr. Jules, ça on connaît. Premier Contact? Ce n'est pas Premier Contact non plus. C'est The Revenant. Exact. Ah oui, c'est The Revenant. The Revenant, tout à fait. Et qui est le compositeur, attention, beaucoup plus difficile, de cette musique? Aucune idée, il y a beaucoup de lettres. Est-ce que tu peux nous donner un Oui, indice c'est un avec d'autres films qu'il a qui a fait? notamment travaillé pour Bernardo Bertolucci sur Le Dernier Empereur. Oh. Ah. Non, Loïc, pas encore. Et j'ai appris que tu étais un fan de Bertolucci. Oui, en effet. Alors si je ne dis pas de bêtises, il a également travaillé pour Brian De Palma sur Le Dahlia Noir, mais c'est à vérifier. C'est... Sakamoto, j'ai pas son prénom. Oui, exactement, c'est Ryuichi Sakamoto. Ah, Ryuichi Sakamoto. Absolument. Compositeur d'origine. Et c'est c'est lui Snake qui a fait Eyes, la musique sur... Enfin, le film. Ouais, il en a fait plusieurs de Palma. Ah oui, c'est vrai que c'est pas Le Dahlia Noir, c'est Snake Eyes. Ouais. Et d'autres. Donc c'est effectivement Sakamoto. Hop, et The Revenant, en effet. On va passer maintenant au quatrième extrait. Alors, donc le 3, hein, comme vous l'avez compris. C'est un peu difficile, donc je vais vous donner des indices pour vous aider. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Go. Oui.
Je laisse un peu la musique vous en imprégner. C'est parti là? Lou a dit quelque chose. Fantasia. Non. Donc, il s'agit d'un compositeur américain, et cette fois-ci en Europe, pour C'est Bernard élaborer un Herrmann. film français. Est-ce que c'est Herman? C'est Herrmann, absolument, pardon, je n'avais pas entendu, c'est Herrmann. Alors, avec quel cinéaste il a travaillé en France, Bernard Herrmann? Henri-Georges Clouzot? Non. Avec Louis Malle, non? Louis Malle, ce n'est pas Louis Malle. C'est un cinéaste qui admirait beaucoup à la fois Herrmann et Hitchcock. Truffaut. Truffaut. Et pour quel film alors? Le dernier métro. Non. À l'époque, il était déjà mort, Bernard Herrmann. Truffaut était presque mort déjà aussi. Je connais aussi peu Truffaut que Herman. Il s'agit d'un Tu film. pas sur le pianiste? Non, mais il s'agit bien d'un film, une sorte de policier, film noir. Très. La mariée est en noir. La mariée était en noir, exactement, ça fait 2 points pour l'équipe. Oh, Jules! Absolument. Ça, c'est beau. La mariée était en noir de Bernard Herrmann. La musique, je veux dire. Je veux dire de Truffaut. François Truffaut, oui, ça marche aussi. Attention, 5e extrait. Je vous demande le film original. Parce que cette musique a été reprise. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Go. C'est joli. Ça ne te rajoutera pas de points de saluer mes choix, Jules. La flagornerie. Au bois. Est-ce qu'on met des points en plus pour les instruments? La musique apparaît comme ça dans le film ou pas? Oui, absolument. D'accord, donc c'est dans un Tarantino, je crois. Alors, effectivement, il a été repris dans un Tarantino. Donc, Ennio Morricone. C'est Ennio Morricone, tout à fait. Colorado. Ce n'est pas Colorado. Ah, c'est un film. Dans Django? Django. Ce n'est pas Django. Ce n'est pas un film italien puisque c'est compositeur à l'étranger. Ah bah oui, bien sûr. C'est un film américain. Ah mais oui. C'est pas un De Palma. Ce n'est pas un De Palma, c'est beaucoup plus vieux. Enfin, beaucoup plus vieux. C'est bien avant que Ennio Morricone se mette à travailler avec De Palma. C'est un film qui date de 66. 68 peut-être, pardon. Avec un acteur qu'Ennio Morricone a beaucoup mis en valeur dans sa musique. Est-ce que c'est un film avec Clint Eastwood? Un film avec Clint Eastwood, absolument. Est-ce que c'est Pale Rider? Ah, il y a eu plusieurs paroles en même temps. Est-ce que c'est Pale Rider? Ce n'est pas Pale Rider, non. Ce n'est pas un film de Clint Eastwood. Tu as dit quoi comme date, Mathieu? 68. 68. Bah c'est pas. Mais du coup c'est pas. C'est la trilogie du dollar ou? Non. Non, ce n'est pas un film de Sergio Leone. 68. Est-ce que c'est un film de Clint Il Eastwood? s'agit d'un film de John Siegel. J'en doutais. Ah. C'est Les Proies? C'est pas pas Les Dirty Harry, Proies. c'est juste Non, avant. c'est pas les trois non plus. Non. Ah mon dieu. Un shérif à New York? Alors C'est ça, ça c'est le premier film avec Clint Eastwood. Pour John Siegel, non, c'est le suivant. Est-ce que je vous le donne? Je pense C'est très très dur. pas. La frustration est totale. Alors, il s'agissait de Sierra Torride de John Siegel avec Clint Eastwood. Eh oui, western bien sûr. On passe à la dernière musique, c'est parti. C'est Dario Argento? Non. Morricone, du coup. C'est pas Morricone. T'as dit quoi, Jules? T'as dit Dario Argento? Est-ce que c'est un film de Dario Argento? Non, c'est pas un film de Dario Argento. Pas Est-ce que c'est Les Goblins? Pas vraiment. C'est les Goblins, en effet, oui. Mais pas pour un Dario Argento. Un La Mario paix Bava? sanglante. Ce n'est pas Mario Bava non plus. Ce n'est pas un film italien, hein, encore une fois. Ah oui, c'est vrai. Parce que les Goblins est un groupe de musique rock progressif italien des années 70.
On peut avoir la des indices. nationalité du film mystère. Américaine, j'ai cru comprendre. Ah, c'est un film américain? Mathieu, Oui, qui a donné lieu à 2 versions. Et la version européenne a été montée en effet par Dario Argento. Oui. Oui. Allô? Oui. Est-ce que vous voulez plus d'indices ou c'est... je veux dire, J'ai pas compris quel était le rapport avec Argento du coup. Alors- On a parlé d'Argento l'instant, mais je n'ai pas entendu. Ce film-là a été réalisé par un réalisateur américain, mais néanmoins la version européenne a été montée par Dario Argento, et cette musique, à vrai dire, des Goblins, D'accord. n'est que sur la version européenne d'Argento, entre guillemets. Enfin, montée par Très Argento. fourbe. Étonnant. C'est très fort. C'est quelle date? 78, fin des années 70, un film d'horreur phare, très célèbre. Halloween, Ce n'est pas Halloween. crime. Non. Crime. Évidemment, Putain. après 78. L'exorciste. Film qui appartient à une saga horrifique. Quoi? Freddy. Non, Pas Freddy? non, Vendredi 13? ce n'est pas Vendredi 13, Massacre à l'entronçonneuse. non plus. Je vais vous le dire, Alex. Je vois mal ça sur Massacre. Il s'agit de Zombie de George Romero. Ah! D'accord. Et c'est pas grave. Alors, les Goblins, donc, qui ont fait cette musique de Zombie, la version européenne d'Argento, ont également fait la musique d'un film d'horreur de Richard Franklin. Ce film-là, Patrick, appartient à un sous-genre du cinéma exploitation qui compte des films comme Road Games du même Richard Franklin, Long Weekend de Colin Eggleston et Walkabout de Nicolas Roeg. De quel genre s'agit-il, ce sous-genre du cinéma d'exploitation, et de quel slasher pays est-il originaire? L'Australie? C'est l'Australie, en effet. Quoi? Et quel est le Je genre? connais les films, mais... Et est-ce que le genre... est-ce que vous connaissez le nom de ce genre-là? Le film australien. Du Bush Horror. Du Bush Horror, non. Il s'agit de l'Ozploitation. Ozploitation. Ok, d'accord. Voilà, Ouais. je pensais que vous le sauriez. Quel acteur, Inculte que nous sommes. quel acteur est devant la caméra d'un des plus célèbres donc, réalisateurs australiens de l'Ozploitation, un inventeur génial qui part fabriquer des glaçons en Amérique centrale? Là, vous cherchez l'acteur. Harrison Ford. C'est Harrison Ford. Dans quel film, Jules? Ça fait pas partie du jeu. Mais... Dans Mosquito Coast. Non, Mosquito Coast, absolument. Harrison Ford qui joue un peu fou, anticapitaliste, qui part fabriquer donc des glaçons en Amérique centrale dans un pays, je crois, qui n'est pas nommé. Mais peu importe. On en profite donc pour faire un petit jeu, parce que je sais qu'il y a d'immenses fans ici d'Indiana Jones. Pour faire un jeu donc autour d'Indiana Jones, vous allez devoir me donner, dans les 3 premiers volets, les pays qui forment les bornes des trajets sur les cartes. Vous savez, il y a des séquences avec des cartes où le petit Tout à fait, ouais. voilà. Donc dans les 3 premiers volets, quels sont les pays de départ et d'arrivée de l'avion d'Indy? Oh là Les là. États-Unis? C'est le Oui. pays de départ? Oui. À Euh, chaque fois, je veux les 3. États-Unis, d'arrivée. Égypte? Alors, mais attendez, juste une question. Est-ce que c'est en fonction des trajets qu'on voit sur la carte ou c'est Oui, c'est les trajets qui le sont dernier symbolisés sur endroit la où ils sont carte. dans le film? Oui. Donc pas d'États-Unis et Égypte. Il n'y a pas d'États-Unis. Népal, Oui, excellent. États-Unis, Népal, en effet. Pour le premier Dans le volet. premier. pour les aventuriers. Dans le deuxième, c'est Inde. L'arrivée, c'est Inde et le départ, Ouais. c'est Oui, Chine. Chine. Là, on va l'accorder à l'équipe des colliers, quand même. Et le troisième, Et le troisième fait États-Unis, Venise. impressionnant, oui, absolument. Je ne pensais pas que vous trouveriez aussi facilement Très fort. les destinations. Aucune question sur le quatrième, par contre. Non, parce qu'il ne compte pas. Est-ce que Je sais pas si la carte- j'ai pas vérifié le carte- trajet du quatrième, vous le savez ou pas? Bah, ils sont en question, Amérique c'est- centrale, mais au Pérou. Ils sont au Pérou. Ils sont au Pérou. Ouais, ils sont tout du long. Ça arrive aussi La tard dans le destination, film. c'est l'espace. Et après, ils remontent le fleuve Amazon Peut-être. tout du long. Donc, à la mise en évidence aussi forte de la cartographie mondiale, on peut préférer une forme d'ellipse vertigineuse. Hein. On sait très bien, et Clément notamment le sait, que Michael Mann est passé maître dans cet art du raccourci spatial et de la condensation planétaire. Finalement, il y a d'autres films où une ellipse permet de passer d'un pays à l'autre, voire d'un continent à l'autre. Dans quel film un nocturne de Chopin annonce une ellipse qui emmène d'une salle de bar de Pennsylvanie à un champ de bataille? Vous cherchez un film où un nocturne de Chopin annonce une ellipse qui emmène de Pennsylvanie à un champ de bataille. Voyage au bout de Champ de l'enfer. bataille en Asie.
Ce n'est pas Voyage au bout de l'enfer. L'année du dragon. Si, c'est Voyage au bout de l'enfer, tout à fait. Ah oui. Vous savez tous que John Cazale jouait dans Voyage au bout de l'enfer son dernier rôle. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends peut-être. Est-ce que vous pourriez me donner les autres films? Il a fait 4 autres films, John Cazale. Est-ce que vous pourriez me les donner dans l'ordre, si possible? Le Parrain 1, Le Parrain 1, Conversation secrète, Le Parrain 2, Un après-midi de chien. Un après-midi de chien. Impressionnant, absolument, c'est exactement ça. Très très fort. Jules le charognard. Qui est la seule personne à avoir 3 rôles différents dans la saga donc du Parrain de Francis Ford Coppola? Sofia Coppola. Ah oui. Est-ce que tu connaîtrais ces rôles? C'est exactement ça, c'est Sofia Coppola. Alors, non. Non, c'est pas grave. Alors, elle joue dans le premier film. Ah oui, pardon, vas-y, Jules, excuse-moi. Dans le premier film, elle joue le bébé que Matthew baptise à la fin du premier film. Évidemment, dans le 3, elle joue sa fille, mais par contre, j'ai pas le deuxième. Alors, dans le deuxième, en fait, c'est juste une figurante sur le bateau qui emmène Vito Corleone, joué par Robert De Niro, à New York. Et effectivement, elle n'a pas un rôle central. Bien sûr, Sofia Coppola est connue pour être une réalisatrice indépendante américaine. Elle a notamment réalisé Lost in Translation. Pour quel type de produit Bill Murray doit-il tourner une publicité au Japon? Un whisky. Oui, une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky, c'est exactement ça. Et maintenant, j'aimerais que vous m'emmeniez du côté du Nouveau Monde de Terrence Malick. Pourriez-vous me faire un lien par le jeu du Marilyn Monroe? Est-ce que vous connaissez tous le principe de ce jeu-là? Où par des réalisateurs et par des acteurs, vous devez passer d'un film à l'autre. Par exemple, si je vous dis, je ne sais pas, passer de Titanic à Irishman, vous passez par DiCaprio et vous dites DiCaprio a joué dans Titanic, il a joué dans Les Infiltrés de Scorsese, et hop, vous passez à Irishman. Voilà, tout le monde est au clair là-dessus. Oui. Passer maintenant de Lost in Translation au Nouveau Monde de Terrence Malick. Corsé comme le whisky. Ça ne marche pas, c'est uniquement des cinéastes et des acteurs. Ou des actrices d'ailleurs. J'ai. Oui. Impressionnant. Alors, on part de donc Lost in Translation. Il y a Scarlett Johansson qui a joué dans Le Dahlia Noir de De Palma. De Palma a tourné Mission Impossible avec Tom Cruise. Tom Cruise a joué dans Minority Report avec Colin Farrell dans Le Nouveau Monde. Il y avait un moyen facile, mais c'est impressionnant quand même. En fait, Colin Farrell a joué dans le dernier film de Sofia Coppola, Les Proies, qui est un remake du film de Don Siegel de 70 dont on parlait en début d'émission, et il a joué évidemment dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Alors maintenant, on va refaire un petit point blind test. On en est au numéro 7 pour vous. Oui. C'est parti. Je vous demande le compositeur de cette musique qui n'est pas une musique de film. Mais qui est une musique qu'on entend dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Est-ce que c'est Holtz? Quoi? Holtz? C'est Holtz. Non. C'est qui Holtz? C'est un compositeur. Non, il est connu, plus connu que Holtz. Est-ce que Peer Gynt est le nom d'une musique ou d'un compositeur? C'est le nom d'une musique d'Edward Grieg, mais pas Peer Gynt. C'est une musique qui apparaît dans la scène où les bateaux des colons anglais arrivent sur les berges du nouveau continent. Que c'est Stravinsky? Ce n'est pas Stravinsky. C'est l'ouverture d'un opéra. Qui comporte un nom de fleuve. Et le fleuve est important dans la... C'est le bonnet du bleu? Ce n'est pas le bonnet bleu. Mais le fleuve est pas très loin du Danube. C'est Wagner? Je crois que tu as dit la bonne réponse. Wagner? C'est Wagner, en effet. Il s'agit de L'Or du Rhin. Ah,
l'ouverture de cet opéra de Wagner qui ouvre quasiment le film de Terrence Malick, Le Nouveau Monde. On est bon en film, mais moins en musique. Musicologie. Ce n'est pas grave. Mais maintenant, on va aller du côté de la Pologne. Le lien qui unit Wagner à la Pologne par l'intermédiaire de Woody Allen. Je ne vous répéterai pas cette phrase en permanence, mais je vais vous demander le nom de ce cinéaste qui a filmé à la fois la jeunesse polonaise sous le joug communiste dans les années 60, la révolution sexuelle anglaise ou encore la fuite d'un djihadiste afghan. Vous cherchez le nom d'un cinéaste qui a filmé tout ça, l'Angleterre des années 70. Milos Forman. Ce n'est pas Milos Forman qui est tchécoslovaque, mais c'est bien tenté. Fassbinder. Ce n'est pas Fassbinder qui est allemand. Là, vous cherchez un Polonais, parce qu'on est passé de Wagner à la Pologne. Roman Polanski. Ce n'est pas Roman Polanski. Est-ce que tu peux répéter la question est la question, s'il te plaît? Quel cinéaste a filmé la jeunesse polonaise sous le joug communiste, la révolution sexuelle anglaise ou encore la fuite d'un djihadiste afghan? C'est un cinéaste donc polonais qui est parti ensuite en Europe, en Angleterre, notamment. Ça ne vous dit rien. Non. Un indice D'autres indices? Est-ce que c'est celui qui s'appelle... Son prénom commence par un J et après son nom de famille par un S? Et j'oublie toujours absolument. son nom. C'est un demi-point, je pense. C'est exactement ça. Il s'agit de Jerzy Skolimowski. Oui, Skolimowski. C'est tout à fait ça. On l'accorde très volontiers. Bravo. C'est Jerzy Skolimowski. Donc, les films en question, ses premiers films donc, polonais sur la jeunesse, c'était Walkover, La Barrière, etc. Ensuite, il a réalisé un excellent film qui était disponible, mais je crois qu'il est encore disponible sur le vidéoclub Carlotta Film, petite promotion au passage, qui s'appelle Deep End sur la révolution sexuelle anglaise, film formidable. Et son dernier à ce jour raconte la fuite d'un djihadiste afghan joué par Vincent Gallo dans la campagne enneigée de l'Afghanistan. Il est pourchassé alors par des forces militaires. Skolimowski, donc, qui est acteur improbablement dans Avengers de Joss Whedon, mais pas seulement, il a aussi joué dans d'autres films un peu plus respectables que celui-là, et notamment dans un où il joue l'oncle russe de Naomi Watts. Dans quel film Jerzy Skolimowski joue l'oncle russe de Naomi Watts? C'est Les Promesses de l'ombre? Oui, Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg, absolument. Il joue un oncle russe très remonté contre ses anciens services secrets russes. C'est un film, Les Promesses de l'ombre, sur la mafia russe à Londres. On connaît surtout la mafia italo-américaine à New York, mais on connaît aussi la mafia hongkongaise, donc à Hong Kong, sur le territoire chinois depuis 1997. Est-ce que vous pourriez me résumer la situation hongkongaise actuelle? À l'aide de cartes, de schémas. À l'aide de cartes et de schémas. Non, bon, Jules, je crois, est motivé. Ils veulent rester pas en chinois. Ils veulent Hong Kong. Et les Chinois, ils veulent qu'ils restent chinois. Voilà, on l'accepte comme ça, très bien. Mais on va parler maintenant de cinéma parce que je sens que c'est plus ça qui vous intéresse. Alors, ça vaut 10 points. On va utiliser un film en fait comme pivot pour rentrer dans le cinéma hongkongais, mais on va y repartir bien vite aussi. Bernard Pivot. Le film Bernard Pivot, voilà, on le connaît bien, on l'aime. Bernard Pivot, le film. Taisez-vous. Le film en question s'appelle Triangle. Triangle, c'est un film très étrange qui a été réalisé par trois réalisateurs différents, trois des plus grands cinéastes d'action hongkongais des années 80, mais qui exercent encore aujourd'hui. Et ce film-là, Triangle, a été réalisé sur le mode du cadre exquis. Ça veut dire que chaque personne avait à réaliser une partie du film. Et par exemple, au début, un cinéaste travaillait sur les 30 premières minutes, il passait ensuite la patate chaude au suivant, qui visionnait bien évidemment ce qui le précédait, et ainsi de suite comme ça. 3 cinéastes se sont relayés pour terminer ce film un peu confus, mais très, très amusant. Je vais vous demander de me les donner, ces 3 cinéastes qui sont en fait les 3 cinéastes importants, enfin, certains des 3 cinéastes hongkongais les plus importants d'action, et me donner à chaque fois un film qu'ils ont réalisé. John Woo. Clément a levé la main. Alors, j'ai juste une question avant d'essayer de répondre. Est-ce que si on donne un des cinéastes et un film, ça nous rapporte des points? Est-ce qu'il faut avoir la totalité? Non, il faut un point par cinéaste et par film. Alors, Tsuyark, Time and Tide. Oui. John Woo. Non. Bon, il aurait pu, mais il n'a pas participé au projet. Donc il manque 2 cinéastes. Très important. L'un est très connu, l'autre est un peu moins. Il est mort récemment d'ailleurs. Mais l'un des 2 cinéastes que vous cherchez a un nom de famille très court, assez fulgurant comme ça.
Johnito? Johnito, oui. Est-ce que tu pourrais me donner Sparrow. le film de Johnito? Ouais, Sparrow, très bien. Oui, il a réalisé Sparrow. Et donc, Et le troisième, donc cinéaste, qui est un peu dur à trouver, peut-être que vous ne le connaissez pas trop, il s'appelle Ringo Lam. Et il a notamment réalisé un film qui s'appelle City on Fire, dont Tarantino s'est beaucoup inspiré pour Reservoir Dogs. On a même dit qu'il avait complètement plagié ce film City on Fire. Ringo Lam qui est mort assez récemment. Ringo Lam, absolument. Comment? Non, tout à fait. J'avais le nom. Ah, pardon. Je l'avais presque. Ringo Lam. C'est cela. Quel film, maintenant vous cherchez, on quitte Hong Kong, enfin presque, quel film américain d'un fameux réalisateur de genre, sorti en 1986, rend-il hommage explicitement au cinéma hongkongais? Là, vous cherchez un film américain qui rend hommage en 86, donc au moment où le cinéma hongkongais bat son plein, à cette cinématographie asiatique. C'est un film d'un réalisateur de genre très connu, américain. Ah, mais oui, bien sûr. Clément a l'air d'avoir trouvé. Non, mais Jules a... Non, il nous met la pression. Je te laisse la main. Ah, est-ce que c'est John Carpenter? Oui, et le film en question pour les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Et Big Trouble in excellent, Little il y a China. même le titre original, c'est absolument formidable. Film qui a été donc de Carpenter un échec assez cuisant au box-office, qui l'a obligé à revenir à des productions beaucoup plus modestes, comme Bailey, mais je pense qu'il s'en est pas trop mal sorti après ça. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer qu'un film se viande considérablement au box-office. C'est complètement la censure, pure et simple. Quel cinéaste européen en a fait les frais, donc a été censuré par le pouvoir chinois pour un documentaire sur la Chine maoïste tourné dans les années 70. C'est un cinéaste européen qui a été violemment censuré pour non-conformité à la propagande nationale. Godard? Non, tu as dit ça avec un air de dépit absolu. Ce n'est pas Godard. C'est un autre cinéaste européen de la modernité, mais ce n'est pas Godard. C'est un film qui date des années 70. Enfin, le film n'est pas très connu, mais le cinéaste l'est considérablement. Vous ne l'avez pas. Il s'agit donc d'Antonioni, Michelangelo de son prénom, qui a été donc censuré malheureusement. Et le film est resté interdit en Chine jusqu'en 2004 à l'occasion d'une rétrospective, mais ça c'est juste pour l'anecdote. Comment s'appelle le film? Il s'appelle Chungguo, la Chine, je crois. Chungguo, enfin je te garantis pas un accent parfait en cantonais ou en mandarin, je ne sais même pas si c'est du cantonais ou du mandarin pour tout te dire. Alors, donnez 3 pays, allez, on poursuit, donnez 3 pays où Antonioni a tourné et cité les films en question. L'Italie, l'Aventura. J'avais commenté avant, tu me voles mes réponses. Ah, excuse-moi Clément. Non. L'Angleterre, oui. Blow Up. Un pays. Quoi? Ça fait un pays, il en faut 2 autres. Moi, je peux en dire un, du coup. Bah, ce serait mieux de donner tout d'un coup, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. On pensait que c'était comme tout à l'heure, où chacun disait un cinéaste. Voilà. Bon, la première équipe arrivée à 3 films aura gagné, c'est tout. Voilà, maintenant, battez-vous, c'est le jeu de la jungle. Ah non. Alors, Loïc, c'est toi qui avais. Profession reporter aux États-Unis. C'est vrai. Il faut dire les autres, du coup. Là, l'équipe des Colmat, on est à 2. Et l'Aventura en Italie, ou. Ça a déjà été dit, mais tu peux en dire un autre en Italie. Ou un autre film comme Désert Rouge. Désert Rouge en Italie? Voilà, bon, c'est un petit peu laborieux, mais on va l'accepter quand même. C'est bon. Donc, en effet, il y a 3 pays où Antonioni a tourné. Il y avait également, par exemple, je n'ai pas d'autres pays. Il a tourné en Afrique pour Profession Reporter, mais il ne cite pas précisément le pays en question. En bon gros, raciste. Alors, où donc, là, on va renverser la proposition. Où donc Werner Herzog, ce cinéaste aventurier fou, n'a-t-il pas tourné? Donc, je vais vous donner 4 propositions, et vous devrez me dire où Werner Herzog n'est jamais allé, n'a jamais posé sa caméra. Première proposition, au sommet du Cerro Torre, qui est un pic escarpé patagonien entre le Chili et l'Argentine. Donc le Cerro Torre. Deuxième proposition, le désert de Tabernas en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Troisième proposition, l'Ardèche, que vous connaissez bien, en France. Quatrième proposition, les terres arides du Sertão brésilien. Dans quel lieu Herzog n'est-il jamais allé?
Moi, je pense qu'il n'a pas tourné dans les terres arides du Sertão brésilien. D'accord. Moi, je vote que c'est la deuxième réponse. Qui est pas... où il n'a pas Alors, tourné. la deuxième, c'était, je le rappelle, le désert de Tabernas en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Je propose que vous fassiez une petite tambouille inter-équipe, enfin, entre équipes, et ensuite vous revenez avec la réponse de votre Tout à fait. équipe. Décidez entre vous. Donc, je répète les propositions. La première, c'est le Cerro Torre, Pic Escarpé et Patagonie. Deuxième, c'est le désert de Tabernas en Andalousie, en Espagne. Troisième, c'est l'Ardèche, en France. Et quatrième, c'est le Sertão brésilien. On réfléchit. Les Colmates ont décidé. Alors, quelle est la réponse des Colmates? L'Ardèche. L'Ardèche, d'accord. Donc, vous avez changé d'avis par rapport à la proposition de Clément qui était le désert Ah, de je suis pas Tabernas. d'accord. Il a été en Ardèche. Moi, je sais dans quel film il a été en Ardèche. Donc, c'est quoi votre réponse, les colliers? Ah bah non, ils ont dit Ardèche. Mais est-ce que vous avez une réponse, vous, si vous voulez? Parce que là, ils n'auront pas le temps, mais est-ce que vous en avez une, vous? C'est vrai que c'est nous, les colliers. Bah oui. On va dire Brésil. C'est d'accord, Lou? Oui, vas-y. Donc, vous restez sur le Brésil. Alors, vous avez tous les deux tort. Non, c'était les deux équipes se sont trompées. Donc, effectivement, en Ardèche, il a tourné pour La Grotte des Rêves Perdus, un film sur la grotte Chauvet, la véritable grotte Chauvet, pas la reconstitution par l'État français. Dans le Sertão brésilien, il a tourné pour le film Cobra Verde, son dernier film avec Klaus Kinski, avant qu'il ne parte en Afrique, dans un pays qui n'est pas nommé non plus. Si, c'est le Dahomey, je crois. Mais en revanche, il n'a jamais tourné, Clément avait raison, son intuition de départ était la bonne, dans le désert de Tabernas en Andalousie, qui est en fait un lieu très connu au cinéma parce que c'est le lieu où se sont tournés tous les western spaghetti de Sergio Leone à Carducci à Solima. Et en fait, Herzog n'y est donc jamais allé. Et donc au Cerro Torre, il y est allé pour un film fictif sur ce sommet de Patagonie. Alors, le désert de Tabernas, je le disais à l'instant, c'est le point de rendez-vous de tous les cinéastes spaghetti italiens. Est-ce que, on connaît notamment le film Il était une fois la Révolution, où un Irlandais joué par James Coburn se retrouve pris dans la révolution mexicaine, qui va nous permettre d'amorcer un petit jeu autour des personnages en pays étrangers. À chaque fois, je vais vous donner une configuration. Par exemple, si je reprends Il était une fois la Révolution, je vous aurais dit un Irlandais au Mexique, et là, vous m'auriez dit James Coburn, qui joue l'Irlandais au Mexique, dans Il était une fois la Révolution, d'accord? Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, je vous dis, vous me donnez l'acteur ou l'actrice et le film, et je vous dis un Français au Brésil. Belmondo dans L'Homme de Rio. Est-ce que ça compte? Ça marche. Belmondo dans L'Homme de Rio. Jean Dujardin dans... Non, mais une fois, en fait, il faut le dire voilà qu'une fois. C'est un jeu de vitesse. Je n'ai pas dû te demander, Jules. Tu avais pris un petit temps. Une Lituanienne en Sicile. Ah. C'est un peu plus dur. Est-ce que Claudia Cardinal est lituanienne? Non. Alors, en l'occurrence, c'est le personnage qui nous intéresse. Hein. D'accord. Ce n'est pas l'actrice. Parce qu'en l'occurrence, l'actrice que vous cherchez n'est pas lituanienne, mais suédoise. Quoi? Là, moi, je vous demande un personnage. Le personnage, c'est une lituanienne en Sicile, mais l'actrice qui incarne ce personnage est en fait suédoise. D'accord. Ah. C'est... Une actrice de Bergman? Ah oui. Genre Liv Ullmann? Ah non, ce n'est pas Liv Ullmann. Bibi Anderson? Ce n'est pas Bibi Anderson. Est-ce que tu n'as pas dit le bon nom et que je n'ai pas entendu au début? Non, j'avais dit une actrice de Bergman. Ah non, voilà, non, c'est pas une actrice de Bergman. Si, elle a été une fois actrice de Bergman. Ou peut-être plus, mais j'ai un film en tête là. Mais elle a été également actrice à Hollywood, une actrice très célèbre hollywoodienne. Vous ne trouvez pas? On chambre. Petit indice, alors c'est un film sorti en 1949, il me semble. Est-ce que l'actrice c'est Ingrid Bergman? C'est Ingrid Bergman, en effet. Stromboli? Dans un film de Rossellini? Dans Stromboli, tout à fait. Bien joué, ça, Clément. En Sicile. Maintenant, une Italienne en Suisse.
Vous cherchez une italienne, personnage donc italien en Suisse. Qu'est-ce qu'ils font en Suisse? C'est un film italien également. Il y a des films en Suisse? Ah, j'ai un. Phénoména se passe en Suisse. Oui, absolument. Qui est l'actrice qui joue dans Phénoména? Jeune C'est actrice. C'est Jennifer Connelly. T'as dit quoi? Voilà. C'est Jennifer Connelly? C'est Jennifer Connelly, tout à fait, dans Phénoména d'Argento. Alors maintenant, je vous épargne l'acteur qui est vraiment pas connu du tout. Un Israélien à Paris. Synonyme. Oui, voilà. Donc, l'acteur, il s'appelle Tom Mercier, mais il est assez. Enfin, moi, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si vous le connaissiez vous. Peut-être que il est connu en fait, mais que je l'ai manqué tout simplement. Donc, un Israélien à Paris, synonyme de Nadav Lapid. En effet, un Palestinien à Paris. Ça, c'est un film récent, non? Ah oui, c'est un film récent, Jules. J'ai plus le titre. Désolé. Il était à Cannes cette année. Il a gagné, je crois, un prix, une mention spéciale peut-être. Festival de Cannes 2019. La dernière édition avant la chute. Non, je l'ai plus. Vous n'avez pas? On peut chercher d'autres Palestiniens à Paris? Bien sûr, mais j'en connaissais pas tellement, mais il y en a forcément d'autres. J'ose espérer. Non, mais c'était une question, mais j'ai pas de réponse. Alors, il s'agissait donc d'Elia Suleiman, acteur et réalisateur du film It Must Be Heaven. Voilà. Ah, j'aurais dû donner des indices. C'est un Palestinien à Paris. Maintenant, un Américain à Paris. Attention, ça va aller vite. John Un Américain à Paris. Voilà. John Kelly. Tout à fait. Dans le film éponyme. Un Danois en Argentine. Vous cherchez un Danois en Argentine. Sûrement Stellan Skarsgård. Non. Peut-être, mais... Non. C'est un acteur d'origine danoise qui a en fait pas si souvent que ça joué des Danois dans des films, disons, grand public ou internationaux. C'est un acteur polyglotte. Mads Mikkelsen? Ce n'est pas Mads Mikkelsen. Viggo Mortensen. Acteur qui a joué dans une grande saga hollywoodienne. Viggo Mortensen? 2000. Viggo Mortensen, qui l'a dit? C'est Clément. Et c'est Clément. Dans quel film alors il joue un Danois en Argentine, un soldat, un officier danois peut-être, perdu dans la Pampa, qui part à la recherche de sa fille et qui se perd dans la folie. Est-ce que tu peux nous redonner le nom du film? Ben, je le cherche. Enfin, je vous le demande. Ah d'accord, pardon. Cette tentative de piège. Des producteurs dégueulasses. Je pensais que c'était l'un ou l'autre. Vous ne l'avez pas? C'est un film argentin réalisé par un cinéaste indépendant qui se prénomme Lisandro. C'était Raura de Lisandro Alonso avec Mads Mikkelsen. Pardon, avec Viggo Mortensen. Je me trompe. Viggo Mortensen qui joue dans un film adapté d'Albert Camus, Loin des hommes, adapté d'une nouvelle d'Albert Camus aux côtés de Reda Kateb. Albert Camus qui n'a pas fait l'objet de beaucoup d'adaptations au cinéma, mais pourtant il a donné lieu à une adaptation, notamment de L'étranger, en 67 avec Marcello Mastroianni et Anna Karina. Quel est le réalisateur de cette adaptation de L'étranger? C'est Luchino Visconti, absolument. Bravo. Qui a réalisé la seule adaptation à ce jour de L'étranger, avec donc Anna Karina, qui joue, comme vous le savez, dans le film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Là, tout le monde commence à avoir peur, surtout Clément Collion, qui a dit putain, un jeu sur Jean-Luc Godard, ce n'est pas vrai, ça n'aura pas lieu. Mais vous savez que Pierrot le Fou est un road movie, entre autres choses, qui commence à Paris et se termine sur la Côte d'Azur. Donc maintenant, on va faire un jeu qui s'appelle Mobilité internationale, où je vous donne à chaque fois une ville ou un pays de départ, et d'ailleurs une ville et un pays d'arrivée, et vous devez me donner un exemple de film. En l'occurrence, moi j'en ai un en tête, mais il peut y en avoir d'autres, un peu comme pour le jeu sur les personnages, qui effectuent ce déplacement géographique. Donc je répète, je donne les bornes d'un trajet effectué dans le film, et vous me donnez le film en question. Est-ce que ça va? Voilà. Alors, premier exemple, El Paso, Texas, Tokyo, Japon. On part du Texas à El Paso et on arrive au Japon, à Tokyo. C'est pas forcément le point de départ et d'arrivée, mais c'est en tout cas un des trajets dans le film.
Nous sommes sans voix. C'est un film que tout le monde a vu, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on le présente habituellement. C'est un film que tout le monde a vu, c'est ça que tu as dit? Je pense qu'ici, tout le monde l'a vu, ce film-là. Peut-être que je me trompe. Attention avec ces phrases-là. Je prends un risque. Il faut sentir très mal à l'aise après. Il y a un passage au Japon. Il y a un long passage au Japon, plutôt à la fin du film. C'est une longue séquence, enfin même plusieurs séquences, où un personnage qui commence sur le sol d'El Paso, Texas, d'une petite église à El Paso, Texas, se retrouve au Japon. Ah, mais c'est Kill Bill. C'est Kill Bill, absolument. Waouh, bien joué. C'est Clément qui a dit ça? Oui. Ça t'a arraché. Je renie mes principes cinéphiles Je suis un pour gagner des super points. coéquipier. Alors maintenant, on passe à un autre film, c'est de Marseille à l'Angleterre. Film qui commence à Marseille et qui arrive en Angleterre en cours de production. Film beaucoup plus vieux que Kill Bill. Film français? C'est un film, non pas français, un film américain. Est-ce que c'est la suite de French Connection? J'allais le dire. C'est encore bien plus vieux que ça. C'est un film de 1935, hollywoodien, réalisé par George Cukor. Par qui? Par George Cukor. Celui qui a fait Star is Born. Je connais pas bien George Cukor. Girls, etc. Mais Fair Lady, il a fait aussi. Voilà. Un bel homme. Un formidable réalisateur qui commence à marquer. Jules, tu l'as vu, je le sais. Tu triches là de rester silencieux. Oui, je l'ai vu et j'ai oublié le. Comment ça marche? C'est l'histoire d'un père et de sa fille qui, à la mort de la mère, décident de partir de Marseille, un peu en catastrophe, pour gagner l'Angleterre, et la fille qui ne peut pas voyager sans se faire remarquer se déguise en garçon. C'est Sylvia Scarlett. C'est Sylvia Scarlett. On l'accepte quand même. De George Cukor avec Catherine Hepburn et Cary Grant. Alors maintenant, un peu plus dur. Enfin, déjà, c'était pas simple, je reconnais. On part d'Afrique du Nord et on arrive en Tchécoslovaquie. On part d'Afrique du Nord, on arrive en Tchécoslovaquie. L'Afrique du Nord en général? De quoi? On parle de l'Afrique du Nord en général? Je t'avoue que je n'ai pas vérifié. Je crois que c'est peut-être un peu plus précis que ça, mais j'ai oublié. Ça pourrait être la Tunisie, par exemple, mais j'en ai pas la certitude absolue, donc je préfère dire Afrique du Nord. En revanche, je peux vous aider un peu, on passe par d'autres lieux géographiques importants. On passe par la Sicile, par la Normandie et par les forêts de l'Allemagne. Là, ça peut vous donner une idée du genre du film. Non. Est-ce que ça peut être Valkyrie? C'est pas Valkyrie, mais c'est bien un film de guerre. En revanche, tu as bien compris le principe du trajet. Donc, il suit, vous l'avez compris, le déplacement des Alliés pour la campagne de l'Europe, de la reconquête de l'Europe. Afrique du Nord à Tchécoslovaquie. Patton? Alors, c'est pas du tout idiot, mais il ne me semble pas que Patton se termine en Tchécoslovaquie. En fait, c'est là où on découvre les camps de la mort. Il s'agissait d'Au-delà de la gloire de Samuel Fuller, qui raconte la campagne militaire des Alliés pour du débarquement en Afrique du Nord jusqu'à la découverte des camps en Tchécoslovaquie. Alors maintenant, on passe à un autre film de la Grèce, un peu flou aussi. Je crois que c'est le nord de la Grèce, mais j'en suis pas sûr. De la Grèce à Sarajevo. On reste du côté des tragédies du XXe siècle, puisque ça s'achève, ce film, par le bombardement de Sarajevo. C'est un film américain? C'est un film grec, cette fois-ci. On n'est pas que des défenseurs d'Hollywood ici. On l'est beaucoup, mais pas seulement. C'est un film grec de Théo Angelopoulos avec Harvey Keitel. Pas déconner non plus. J'ai le nom du film. Est-ce que tu pourrais le dire? Ah oui, je vois très bien quel film c'est. Il est dit ça parce qu'il n'a pas le nom. Oui. C'est pour essayer de faire naître le nom du film dans mon cerveau. Je suis au même stade que toi, Loïc. J'ai des images, mais pas On a dit on va de Grèce jusqu'où? Ça arrive jusqu'à Sarajevo, en plein bombardement. Est-ce que si j'ai qu'un seul mot du titre, c'est pas mal.
C'est déjà pas mal, il y a Ulysse dans le titre, Il y a mais je me Ulysse. souviens plus de quoi. Il s'agit du regard d'Ulysse avec Harvey Keitel. Alors maintenant, avant-dernier déplacement géographique, d'Istanbul à l'Écosse. Redis. Istanbul, Écosse. Ah oui, ok. Il s'agit d'un film beaucoup plus connu que Le regard d'Ulysse. Là, comme ça m'évoque uniquement l'Orient Express de Kenneth Branagh. Voilà. Non, ce n'est pas. Peut-être, je trouve que je ne l'ai pas vu, peut-être que ça marche. Non, je pense pas qu'il y ait l'Écosse dedans. Je n'en sais rien. C'est un film donc, qui commence à Istanbul, qui donne lieu à une course-poursuite sur les toits d'Istanbul. Ah, Skyfall. Skyfall, absolument. James Bond devait apparaître dans cette émission sur la géographie mondiale. Bien sûr. Alors maintenant, dernier exemple, de Singapour à une petite île au milieu de l'océan. On pourrait supposer que c'est l'océan Atlantique, mais on n'en est pas sûr. Singapour, on y revient donc à une petite île au milieu de l'océan. Pirates des Caraïbes 3. Oui, Pirates des Caraïbes 3. Ah, bravo. C'est exactement ça. Magnifique jeu. Et alors donc sur la musique de Pirates des Caraïbes 3, que vous n'entendez pas, mais que les auditeurs entendront eux, et entendent actuellement, vous allez devoir me rappeler en 2-2 là très très vite la configuration des personnages lors de la scène de la plage. Qui et contre qui? Il y a 2 groupes de 3 personnes. Comment sont-ils composés? Ah, mais ça change pendant la scène. Ça change au début. Tu dois raconter la scène plan après plan. Non, juste la configuration des personnages. Vous parlez de Pirates des Caraïbes 3? La configuration des personnages lors de la scène de la plage. Je veux dire dans quel sens ils sont. Il y a d'un côté Orlando Bloom à gauche, comme il dit Lord Cutler Beckett, et à droite David Jones. Oui. Geoffrey Rush en Barbossa. Oui. À droite, il y a Keira Knightley en Johnson. Et à droite, Jack Sparrow. Absolument. C'est exactement ça. J'ai monté la scène. Jules, c'est terrible là. Ça perturbe un peu la bonne compréhension de tous. Alors, donc là vous écoutez la musique parlée composée par Hans Zimmer, et qui est un hommage évidemment à Ennio Morricone. Mais Ennio Morricone lui-même s'est rendu un propre hommage dans un film. Maintenant, on va passer donc au blind test, l'ultime blind test de ce jeu. Mais est-ce que Oui. je peux proposer une réponse Clément. dès maintenant? De quoi? Est-ce que je peux proposer une réponse dès maintenant suite à ton accroche? Tu ne peux pas, mais tu auras la primauté de donner la première réponse tout à D'accord. l'heure. On laisse un peu, puis après Clément, tu pourras donner la réponse. Si tu l'as, tout ça. Non, ce n'est pas le film auquel je pensais. Est-ce que Clément, c'est bien ce que tu avais en tête? Non, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Comment? Ce n'est pas ce que j'avais en tête. D'accord, donc on poursuit. Le premier qui l'a peut le dire. Donc c'est Morricone. Oui. Qui reprend Morricone. C'est Morricone. Morricone qui plagie Morricone. C'est un film italien, donc. Réalisé par Tonino Valeri, qui était l'assistant réalisateur de Sergio Leone. Même on soupçonne Leone d'avoir eu un peu son mot à dire sur le tournage du film. Est-ce que ça peut être Mon nom et personne? Oui, c'est Mon nom et personne, tout à fait. Donc de Tonino Valeri. Donc, non, en fait, je pensais au début que c'était Les 8 salopards qui reprend le morceau de son travail sur The Thing. C'est vrai, mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ça. Donc on passe maintenant au deuxième extrait. Si vous me dites dans quel film on peut entendre cette même musique-là, mais non remixée ainsi, vous pourrez avoir un point. C'est pas possible que ce soit Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Apportez quoi? Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Non, ce n'est pas un film américain, c'est un film argentin, sorti récemment. D'accord. Donc là, vous reconnaissez la musique Amapola, que l'on entend aussi dans Il était une fois dans l'Ouest, en Amérique, bien sûr, de Sergio Leone. On ne s'arrête plus.
Donc c'est un film argentin que vous cherchez, réalisé en 2018, qui raconte l'histoire d'un colon espagnol en perdition existentielle. Zama, absolument. Réalisé par Lucrecia Martel. Tout à fait. Cinéaste importante de l'Argentine contemporaine. Ils nous disent. Hein? Oui. Attention, 3e extrait. Je vous demande de ne pas répondre trop vite et de laisser à la musique le temps de s'installer. Voilà. Parce que sinon vous allez hurler dans les oreilles et je ne veux pas que vous hurliez comme ça. Donc calmez-vous et répondez tranquillement. C'est parti. Le film? Oui, le film, ouais. Bird People. Ce n'est pas Bird People. C'est pas Valérian et Mille planètes. Ce n'est pas Valérian. Vous allez comprendre. Parce qu'effectivement, il y a bien cette musique-là, mais pas tout à fait. Très bien. Est-ce que c'est David Bowie qui chante? Oui, c'est David Bowie qui chante en italien, Space Oddity, mais les paroles ont changé, à vrai dire. Mais ça c'est bien dans un film. Un film italien. Pas de Sergio Leone. Est-ce que David Bowie joue dedans? Pas du tout. Il ne joue pas dedans. C'est-à-dire David Bowie est mort, comme vous le savez, mais le réalisateur de ce film est également mort. Ils sont tous morts, ces gens. Ça porte la poisse. C'est le dernier film d'un cinéaste italien très connu, dont on a déjà parlé dans l'émission, mais qui n'a pas donné lieu à une question à proprement parler. Donc là, c'est l'occasion. C'est le dernier film de ce cinéaste-là, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui doit partir en classe de neige ou en classe, je sais pas quoi, de vacances, classe verte, et qui refuse et s'enferme dans le cellier de son immeuble, en secret. Il retrouve sa demi-sœur droguée, avec qui il danse, comme ça il valse sur cette musique de David Bowie. Bertolucci. Un très beau film. C'est Bertolucci, tout à fait. Est-ce que tu as le titre du film? Pas du tout. Loïc, il s'agit de Moi et toi, son ultime film, sorti en 2012. Au fond, si j'aime Bertolucci, c'est pour Storaro, donc après... Ah, c'est décevant, parce que ce film-là est très très bien, et d'ailleurs je crois que Storaro a fait l'image du film. À l'époque, Bertolucci était en fauteuil roulant, il ne pouvait quasiment plus rien faire d'autre que filmer les gens assis sur les canapés. Mais parfois il danse aussi, donc c'est pas mal. Donc on passe au 4e extrait, j'ai perdu c'est le 11. On passe au 4e extrait, et je vous demande cette fois-ci le film et le compositeur. C'est parti. Il n'y a absolument aucune diversité du point de vue des compositeurs. C'est les Goblins dans Profondo Rosso? Alors tout est faux. Rien ne va. Rien ne va. mais il y a de l'intuition quand même. Donc ce n'est pas les Goblins. Un film d'horreur? Est-ce que c'est Morricone dans L'oiseau au plumage? Oui, excellent. C'est exactement ça. L'oiseau au plumage à cristal, c'est la musique d'Ennio Morricone pour le premier film de Dario Argento, qui est un chef-d'œuvre, étonnamment. Enfin, c'est pas étonnant, mais pour un premier film, c'est impressionnant. On passe au dernier extrait. Il s'agit d'un compositeur français, dont le fils est également un très très bon musicien. Maurice Jarre? Maurice Jarre, tout à fait, oui. Est-ce que vous sauriez le film où on a entendu cette musique récemment? Est-ce que Jules, tu as dit quelque chose? Je pensais à Les yeux sans visage, mais tu as dit récemment. Donc... Alors, ce n'est pas un film français. C'est un film américain, mais qui est très dur à trouver. Pour le coup, moi, je ne le connaissais pas non plus. Je le connais parce que je suis allé voir sur Spotify la BO du dernier film où on entendait cette musique, et voilà. Donc, il s'agit... Le film original, c'est un film de John Huston qui s'appelle Juge et hors la loi.
Et on a entendu cette musique à la fin de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Au moment où Rick Dalton et Clint Eastwood entrent dans la propriété de Polanski et Sharon Tate, on entend cette musique-là de Maurice Jarre et ça conclut le film, et c'est à cette occasion-là que le titre apparaît, et qu'on entre définitivement du côté du conte. Donc, comme on parlait, vous savez que cette musique-là en fait vient d'un film de John Huston, je vais vous demander dans quelle ville européenne John Huston a tourné son dernier film qui s'appelle The Dead. Voilà, ça va extrêmement vite. Qui a répondu? Je n'ai pas. C'est Loïc. Les gens de Dublin. Les gens de Dublin, The Dead en anglais, qui est un très très beau film de John Huston. Cela nous permet d'engager l'avant-dernier grand thème de ce quiz sur les villes européennes. On parlait de Dublin. Je vais vous demander qui habite aux 23 quais du commerce de la capitale européenne. Oui. Jeanne Dillman. Oui, et Lou l'a trouvé. Jeanne Dillman dans le film de Ackerman du même nom. Jeanne Dillman avec l'adresse 23 quai du commerce. Absolument. Bruxelles. 1080 Bruxelles, c'est exactement ça. On va passer à l'extrait numéro 13 de la musique. Qui chante cette musique-là et dans quelle ville, dans quelle ville cette musique-là est entendue au cinéma, bien sûr. C'est parti. Avant-dernière question, avant le dernier jeu. Quel couple d'acteurs français se balade en haut de la cathédrale de Milan en 1960 devant la caméra de Luchino Visconti? Vous cherchez non, c'est pas ça. À Milan. Vous cherchez un couple d'acteurs français, un couple dans le film, qui se balade en haut de la cathédrale de Milan dans un film de Luchino Visconti de 1960. Ah, bah si, Rocco et ses frères, Annie Girardot et Alain Delon. Et Alain Delon, absolument. Et puis il y avait un pansement sur le front. Ça, c'est un point, ça. Et donc, un point. Alors, le bilan des scores est assez serré, avec un petit avantage pour les Colmat. Il y a actuellement 26 à 19. Moyen serré. Légèrement. Mais ce n'est pas fini. On est à deux doigts de l'avoir. Il y a 26 pour vous, les Colmat, à 19 pour les Colliers. Voilà. Mais le jeu n'est pas terminé. Je n'ai pas compris combien les adversaires avaient, mais... 26 à 19. 19, merci. 19. C'est ta moyenne à baccalauréat actuellement. Donc... non, à vrai dire, non. Non, ok, c'est pas grave. On va terminer le jeu maintenant en divisant les équipes. Chaque personne va devoir vous allez devoir vous séparer en deux groupes. Trop triste. Et je vous explique. Je vais vous donner des noms de villes américaines et des noms de villes du monde, du reste du monde. Et vous devrez à chaque fois me donner un film en lien avec ces villes-là. Vous comprenez? Oh, ok. D'accord. Donc, vous avez compris, chaque équipe va devoir se diviser. L'un des joueurs prendra en charge les villes américaines et l'autre prendra en charge les villes du monde, qui ne seront pas américaines. Oh, d'accord. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À chaque fois que je vous donne une ville, vous me donnez un titre de film qui se passe dans cette ville. Clément, je te laisse aux États-Unis, je pense. Alors voilà, je vous laisse vous répartir. Jules, tu veux quoi? Je suis ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, il est mauvais. Il se défile.
Pense que tu préfères. Je prends les films les villes du monde. Ok, bon bah je prends D'accord. Donc on va donner l'avantage à l'équipe des Colliers qui est un peu à la traîne, qui va Évidemment. commencer, parce que vous n'aurez évidemment pas le droit à l'équipe des Colmat de donner des noms de films déjà cités. D'accord? D'accord. Alors on commence donc avec les États-Unis. Donc c'est Jules qui prend en charge les États-Unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Los Angeles. Et là, je dois dire un film. Oui, Los Angeles 2013. c'est vrai. Donc c'est Clément ou c'est Loïc? C'est Clément. Donc c'est à moi du coup? Oui. Invasion Los Angeles. Ça marche, ça marche. Et là, je continue, c'est ça? Non. Je change de ville. Jusqu'à la fin de la nuit. San Francisco. Je me disais Los Angeles, ça allait être long. Ça va être long. Alors, San Francisco. Oh là là, là j'ai bien en tête Big Hero 6, qui est un film de Marvel. D'accord. Je te fais confiance. Clément. Vertigo. Oui. Il y a un gap culturel. Je pense qu'il y a un point en plus pour Clément pour cette réponse nettement plus honorable. Détroit. 2 points pour moi. Détroit. Oui, pardon, c'est bon. Excuse-moi. Je me retrouve dans une position difficile. Alors, ok, il me faut 2 secondes de réflexion. D'autres, C'est écoulé. Il y en a qui ont pris 7 ans, donc tu peux prendre ton temps. Je devrais mettre un minuteur pour. Je consulte mon. J'ai le droit de consulter à haute voix mon partenaire. Ou pas du tout. Non, tu n'as pas le droit de l'aide. Non. Assister. Non, pardon, j'ai corrigé. En fait, j'avais pensé à ça. Je pense qu'à un moment, il y aura 10 villes à chaque fois, du monde et des États-Unis. À un moment, vous avez le droit de faire appel à votre partenaire. Si vous sentez qu'il a la réponse. Un seul moment? Ouais. D'accord. À un moment. Alors, Donc, réfléchis bien. Évidemment, tu ne pourras pas savoir si tu auras des villes plus dures. Avec le Joker, c'est appel à un ami. Exactement. Appel à un coéquipier. D'accord. Alors, il me semble que. Robocop se passe à Détroit. Robocop se passe à Détroit, je pense que tu as raison. Oui. Seattle. Il me semble bien. C'était Jules. Ah, Oui, c'était Jules. Seattle. Non, j'en ai pas là. Non. Est-ce que tu veux faire appel à Lou pour cette ville-là? Il y en a combien? 10? Il en reste, 6. Un quiz de longue haleine. Oui, je vais pas gâcher. Je vais pas. Oui, je vais appeler Lou si elle a une idée, mais. Mais est-ce que tu es sûr que pour Seattle, c'est la meilleure idée? Oui, parce qu'après, de toute façon, je vais tout réussir. Donc je me fais. Ok. Ouais, c'est parti. Est-ce que Lou, tu as un film qui se passe à Seattle? Alors, un instant. Elle cherche sur Google. Oui. On y a tous pensé, mais. On lui fait confiance. Honnêtement, là, malheureusement, dû à ma culture très influençable des années 2000, je pense à Grey's Anatomy qui n'a rien d'honorable. Et j'ai du mal à... Ça fait un point. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Les points n'ont pas d'honneur. C'est la même. La même chose. Oh. Si. Ouais. Il n'y aura pas Twin Peaks, je vous rassure. Clément, un film qui se passe à Seattle. À cause d'un assassinat. Impressionnant, tu sais que j'ai dû vérifier sur Wikipédia, moi, mais j'étais pas sûr de ça. Impressionnant. Très très bon ce gars. Oui, Portland. Alors, ça peut paraître comme un piège, mais en fait, c'en est un, si, mais vous pouvez trouver. Il y a des films importants qui se passent à Portland. Il y a notamment un cinéaste qui en a fait sa ville de prédilection. Portland. J'espère qu'il y a des trucs plus simples ensuite, comme Nashville ou. Non, il n'y aura pas Nashville. C'est. Comment veux-tu Non, un cinéaste. Je ne sais pas. On a fait la ville de. Oui, un cinéaste qui a réalisé des films plusieurs fois à Portland, sur Portland. Je crois qu'il a vécu à Portland. Peut-être qu'il mourra à Portland aussi. C'est un cinéaste de fiction? Oui. Je sais pas, Mathieu. Qui a gagné la Palme d'Or à Cannes en 2003.
Non, je l'ai pas. Un film qui s'est passé à Portland dans un lycée. Ah, d'accord. Bon, bah, je l'ai. Ah oui, d'accord. Bah, du coup. Pourquoi Des indices par gros lot, là. Est-ce que c'est Elephant? C'est Elephant, oui. Allez. Un point de plus pour l'écolier. Ok, Quel- donc il faut que je devine quel autre film Gus Van Sant a fait à Portland, c'est ça. Procédons par élimination. Jerry, il n'y a pas assez de villes. Portland. Alors, ce n'est pas dans l'Idaho, donc ça ne peut pas être Mount Private Idaho. Non. Bien vu. On va dire. Dans un film. Don't worry, you won't get far on foot. Alors, je t'avoue que je ne sais pas, donc je vérifie. J'avais que des contre-exemples de films que je sais qui ne se passent pas à Portland. Là-dessus, Clément. Je suppose que Paranoid Park se passe à Portland, mais j'ai pas pensé. Oui, Paranoid Park se passe à Portland. Bon, on n'accepte pas ce point. Qu'est-ce que tu as dit, Loïc? Mount Private Idaho commence à Portland, donc en soi. Ah, bah, j'ai piégé. Tu n'as pas osé le dire, tu avais qu'à appeler, Loïc. Houston, on n'accepte pas le point. Houston. Jules. On a un problème. film qui se passe à Houston. Sur la bonne voie, Jules, t'es sur la bonne voie. Un truc dans l'espace? Bah oui, donne un film dans l'espace. Je pense que dans Apollo 11. Apollo 11, oui. Sont à Houston. C'est vrai. Mais Apollo 11 n'existe pas en fait. Je crois que c'est Apollo 13 que tu voulais dire. Si, le documentaire Apollo 11. Ah, pardon. Okay. Ne volez pas mes réponses. Mais oui, Apollo 11 est un documentaire. Clément, Houston. Est-ce que j'ai le droit de dire Apollo 13 parce que c'est ce que j'allais dire? Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu es fourbe. Tu as volé ma réponse. Ok, très bien. New York, on revient sur des villes un peu plus simples. Taxi Driver? Oui, Clément. Manhattan? Oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Miami. Je vais te le voler, Clément, tu me... Oui, vole-le. Je suis vraiment dans une position difficile. Miami Vice. Alors, Miami. Tout à l'heure, on a accepté les séries. Oui. Est-ce que ça compte toujours? Parce que, du coup, les experts Miami, il me semble que c'est ouais. Ça marche, les experts Miami. Les deux réponses, Clément, je pense qu'on les montrera pas au final. Ouais, c'est ça. Scarface aussi se passe à Miami. Ah oui, bien sûr. Même avant le début de la série de Michael Mann. Chicago. Est-ce qu'il faut que ça ait été tourné dans la ville? Non, c'est censé se passer à Chicago, mais ça aurait pu être tourné à... je ne sais pas. Ailleurs. À Sao Paulo, par exemple. Je propose le film Chicago. Vraiment, passer en premier sur ce jeu, c'est juste redire le nom des villes. C'est quand même relativement plus simple. Alors ça, je n'y avais pas pensé. Oui, peut-être, je ne sais pas. Oui, ça se passe à Chicago. C'est vrai que ça sinon, ils auraient eu... Je pense qu'il y aurait eu des plaintes. D'accord, je vais dire Les Incorruptibles. D'accord, tu le sais? Il me semble que c'est la gare de Chicago dans le film. Possible. Washington. Vice. Oui. La chute de la Maison Blanche. Absolument. Donc ça, c'était pour les questions sur les États-Unis. Maintenant, on passe aux questions sur les villes du monde. Ouf. À toi, Loïc. À toi, Lou. Saigon. Un film qui se passe à Saigon. Non, mais en plus, je suis sûre qu'il y a des réponses très, très, très évidentes là-dessus. Peut-être que l'appel à un ami, ce serait bénéfique. Non, il va dire le film que je veux dire. Ensuite, évidemment. Est-ce que ce serait donc stratégiquement jouable? C'est la question.
Vas-y, Jules, parce que là, j'ai pas de guess. Après, c'est moi l'ami, hein, donc j'ai pas forcément de. Ah mince. Saigon. C'était pas un film. Saigon le film. La comédie musicale de Laurent Marshall. C'est sûr que la municipalité de suite. Saigon a fait une publicité sur la ville ou un truc genre. Non, mais déjà qu'on accepte les séries télé, on n'acceptera pas les pubs. Saigon, c'est Ho Chi Minh. Oui. Ce n'est pas ça le jeu, Jules. Il faut pas dire les noms. je crois que c'est faux. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Eh bien, Apocalypse Now. Je te déteste. Oui, c'est vrai. Ah là là. Loïc. Bah voilà. Bah, en vrai, super. Non, j'ai pas le droit de parler, mais bon. Mais tu peux. Il faut qu'il te donne la parole. Mais... Bah vas-y, Clément. Ah non, non, mais je me. Est-ce que tu. Bon, alors c'est à moi. Oui. J'aurais dit. Oui. Voyage au bout de l'enfer. Ça marche. Ouf. Okay. Le Caire. Le Caire. Le Caire, tu m'as dit? Oui, le Caire, ouais. Film qui se passe au Caire. Et bah, le Caire d'espion pour pas faire énoncé dans le quiz. Et l'adaptation cinématographique de Mort sur le Nil. Sans doute. J'y crois. Taipei, capitale de Taïwan. Taipei Stories. Très, très bon. À la Jules Gauthier. C'est la meilleure technique. Mathieu, est-ce que tu valides? J'ai pas entendu, pardon, j'ai pas capté. J'ai dit Taipei. Oui, Taipei Story, pardon. Ça marche, bien sûr. J'ai fait une Jules Gauthier. Loïc. Eh bien, je suis désolé, mon. Taipei, What a Beautiful City. Non. Bah, j'abandonne, je n'ai pas. Il a cherché à inventer des films. Il a voulu faire une Jules. Ah, le nul. Alors, il y avait d'autres films d'Edward Young, comme Brighter Summer Day ou Taipei Story, c'est un film d'Edward Young, non? Je crois. Oui, je pense aussi. Ok. Ou Xiao Xian est aussi un cinéaste issu de Taïwan. Je pense que Cheerful Wine, dont on a parlé tout à l'heure, ou d'autres films comme ça, ont été tournés, enfin, se passent à Taipei. Paris. On revient à des villes un peu plus faciles. Mais pour poursuivre sur une Jules Gauthier, on va dire Paris. Paris tout court? C'est un film de qui? Oui. De Clapiche. Qui est vraiment pas terrible. Loïc. Paris, je t'aime. Le film. Film à sketch. Voilà, film à sketch, je cherche l'expression. Il y avait aussi Paris nous appartient. On va pas tous les faire. Il y a aussi From Paris with Love avec John Travolta. Texas, évidemment. Téhéran, capitale de l'Iran. Persépolis. Ça marche, oui, bien sûr. Persépolis. Loïc. Et Taxi Téhéran. Absolument. Récif. Récif. Il y en a un. Non, il y en a deux. Attends, quelle ville? Récifé au Brésil. Récif. Les bruits de Récifé. Les bruits de Récifé. Ah, Récif. Et Loïc. Eh bien, Récif. Story. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Non, n'inquiétez pas. Ça vous appartient. Pékin. On arrête avec cette blague. Ah bah, est-ce que le dernier empereur, ça se passe à Pékin? Ça se passe à Pékin, bien sûr. Tout à fait. Tout pour toi, oui. De la piquer. Oui. Ouais. Il n'y a pas une scène à Pékin dans Kill Bill? Je ne pense pas. Je pense qu'elle va directement à Tokyo, ou à Okinawa d'ailleurs.
Je ne crois pas, très honnêtement. Donc bon. Ouais, ben non, j'ai pas. Marseille. N'importe quel film de Guédiguian, mais il faut que je me souvienne d'un titre. Marius et Jeannette? Non. C'est pas du tout. C'est ça, pas ouais. du tout. Loïc. Pour jouer le beau jeu, la série Marseille avec Gérard Depardieu. Ouais, bon, ça me fait chier. Non, mais je vais la jouer film French Connection 2 qu'on a mentionné tout à l'heure. Excellent. Lisbonne. Taxi, c'est un peu triste. Quel film quelle ville? Lisbonne. T'as pas entendu, Lou? Oui. Non, j'ai fait un de réflexion. Entendre ta réflexion. Parfait. J'ai pas grand chose là qui me vient. On passe à Loïc, alors? Oui, fonce, Loïc. Fonce, c'est vite dire. Fonce, vas-y. Franchement, j'ai pas non plus. Alors, on pouvait citer des films de je sais pas comment on dit, mais Joao Pedro Rodriguez, comme O Fantasma ou des films comme ça, et puis des films de Manuel de Oliveira, comme Visite de mémoire et Confession, des choses de ce type qui se passe à Lisbonne. Dernière ville et dernière question. Palerme, en Sicile. Voilà, c'est pour l'honneur, hein, les colliers. Douce musique que tu nous chantes là, Jules. Mathieu, pardon. Jules, c'est celui qui perd. Qui perd l'échec. Qui perd à chaque fois, ouais. Chaque fois. 2 sur 2 pour l'instant. Carton plein de la débandade. Alors, à Palerme. Attends, j'ai envie d'avoir de l'honneur au moins. C'est un honneur qui est très long. C'est le temps de se matérialiser. J'en ai pas. Est-ce qu'à tout hasard, il existe un film qui s'appelle Palerme? Je vérifie, mais je ne pense pas. Ce n'était pas la réponse attendue, apparemment. Non, je sens bien. Avoir vu un film qui s'appelle Palerme. Je ne crois pas, très honnêtement. Tu es un mythomane. Chronique. Wikipédia ne connaît pas ce film qui s'appelle Palerme, peut-être que c'est vrai, mais on ne l'accepte pas. Loïc. Oui, mais je vous assure qu'il y a une scène à Palerme dedans. Je vous assure qu'il y a un film de... Pardon. Ah oui. Peut-être un des deux parents. Un des deux parrains, je t'avoue que j'ai un doute. Je pense que qu'ils ne mettent pas les pieds à Palerme. Dans les parrains. Ça commence uniquement dans la campagne, donc Jules a raison, et Lou également. Il y a un film qui s'appelle Palerme, qui s'appelle Via Castellana Bandiera en italien, qui est sorti en 2013, donc Palerme fonctionne. Que j'ai vu à premier plan cette Un coup de bluff. Et pour le parrain, très honnêtement, j'ai un doute, et je pense qu'il n'y a pas de scène à Palerme même dans le parrain. Dans le 1 ou dans le 2. C'était une tentative. C'était une tentative comme ça. Ça ne vous empêche pas de gagner de 5 points. 5 points d'avance. Alors que résonne la musique d'Ennio Morricone, musique d'Oublier Palerme, film de Francesco Rosi. Merci beaucoup Mathieu pour ce quiz qui était finement tissé. Merci à vous pour cette participation active. On a adoré. Bon, merci à tous pour votre enthousiasme et votre goût. On vous salue et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, pour la prochaine émission, on peut donner déjà une sorte de semblant de date, même si les auditeurs depuis bien longtemps ne font plus confiance à rien. Parce qu'on ne fait jamais les engagements. Exactement. On dirait. Je pense une semaine après cette émission-là, le prochain quiz arrivera. C'est une promesse qui sera peut-être tenue. Allez, salut à tous et à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Bonjour, bonsoir.